Salut, c'est Maxence et bienvenue dans 24 of 24. Aujourd'hui, un épisode qui va vous plonger dans le quotidien de Lucas, qui est photojournaliste et qui a passé beaucoup de temps sur des terrains en conflit, notamment au Proche-Orient ou en Ukraine. Salut Lucas. Salut Maxence. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Écoute, je suis ravi de te recevoir dans le podcast. Ravi d'être là aussi. J'ai l'habitude de commencer tous les épisodes par la même question pour tous les invités, qui est, toi, sur l'année qui vient de s'écouler, quel a été le moment le plus marquant pour toi en 2024? C'est compliqué à définir un seul moment de l'année, tant elle a été riche professionnellement avec toutes les missions et déplacements. Peut-être pas le plus marquant, mais le plus frais, je pense, c'est les 10 jours de reportage dont je reviens au Liban, avec l'intensité du conflit là-bas, l'intensité de couvrir cette zone depuis quelques temps maintenant, et puis là le retour à Paris et toujours via le téléphone savoir ce qui se passe là-bas. Donc c'est vraiment ces 10 jours ont été assez intenses, mais aussi à côté de d'autres temps passés en Irak ou en Palestine, mais je pense qu'on y reviendra. Clairement, on va y revenir. Je serais curieux déjà de rembobiner un petit peu et de comprendre quel est un peu ton parcours, comment tu as construit ton métier de photojournaliste. Peut-être quel est peut-être ton premier souvenir photographique et comment t'es tombé là-dedans? Est-ce que tu as d'abord été photographe puis journaliste ou d'abord journaliste puis photographe? Comment ça s'est imbriqué? Alors non, moi j'ai fait une école de journalisme à la base, donc je suis né à Angers, dans le Maine-et-Loire, et ensuite j'ai fait une école de journalisme à Tours qui s'appelle l'École publique de journalisme de Tours. Et très tôt, s'est posé la question en tant que journaliste, comment ramener l'information. Et pour moi, ça a été assez rapidement via l'image. Ça me permettait d'avoir un peu un passeport, une raison d'être partout et nulle part à la fois, d'avoir accès à des endroits où peu de gens peuvent aller, de pouvoir poser des questions. Et puis, il y avait aussi ce côté créatif via la photographie, où c'est un regard particulier. On peut mettre 10 photographes dans la même pièce, personne ne fera la même photo. Et du coup, c'était de mixer ces deux disciplines, à savoir le journalisme et puis le côté aussi plus artistique de la photographie. Et les deux ensemble, du coup, ça crée ce métier, cette discipline du photojournalisme qui est extrêmement riche. Et du coup, ça a été vraiment d'abord d'avoir une formation journalistique avec les règles du journalisme, de recouper l'information, vérifier l'information, trouver des sources, s'informer, trouver des angles de reportage, comprendre sur le terrain aussi comment accéder à tel endroit, comment aussi s'affranchir un peu des règles des communicants qui veulent nous faire passer un certain discours. Et ensuite, ça a été la photographie qui a été du coup un peu une autre école. Donc moi, je suis autodidacte, j'ai pas fait d'école de photo, mais du coup, ça a été en faisant énormément d'images, de tout. Après, j'ai commencé à faire des images dans un skatepark quand j'avais 13-14 ans, même avant. Et puis ensuite, ça a été plus dans du documentaire, d'aller dans la jungle de Calais à l'époque, lors de la crise migratoire. Et puis ensuite, ça a été aux États-Unis. Et puis ensuite ça a été en Afrique, et ensuite ça a été en Europe de l'Est, puis au Moyen-Orient. Donc, mais ça a d'abord été journaliste, ensuite photographe, et aujourd'hui je suis photojournaliste, donc ça veut dire en gros journaliste dont le médium est la photographie. Je crois que juste après la fin de ton école de journaliste, t'es parti ou même pendant ton école, t'es parti en échange aux États-Unis, à San Diego, si je dis pas de bêtises. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là qui a été un peu le moment où tu as commencé aussi à avoir tes premiers reportages? Exactement, c'était en fait d'être dans une région pour ma 3e année d'études qui s'est retrouvée au cœur de l'actualité parce que c'était les élections Hillary Clinton contre Donald Trump. Et alors à l'époque, est-ce qu'on avait pu le prédire cette année, il vient d'être réélu, mais à l'époque ça a été vraiment un choc en fait dans le monde entier que Trump soit élu, il était pas vraiment favori. Et du coup, étant à San Diego à la frontière avec Tijuana, on est vraiment juste à côté, on peut y aller en bus même. C'était vraiment documenté du coup via ces élections et les médias qui s'intéressaient à cette crise migratoire aux États-Unis, documenter cette frontière en fait entre le Mexique et les États-Unis, plus exactement vers Tijuana dans ce désert. Et donc j'ai commencé à aller avec des bénévoles dans le désert qui faisaient des patrouilles pour aider les personnes qui voulaient traverser, interroger aussi des gens qui avaient essayé la traversée, comprendre un peu ce qui se jouait ici, rencontrer l'électorat Donald Trump, l'électorat républicain. Et du coup, ça a été des premiers reportages. Alors, j'allais plus beaucoup en cours à l'époque, mais on n'a pas tenu rigueur. Et j'ai commencé ce métier de démarcher les rédactions en étant sur place. Et puis, ça a donné lieu à quelques publications à l'époque, dans Libération, La Croix. Et puis ensuite, je suis rentré en France. Et en rentrant en France, j'ai travaillé au Parisien pendant 1 an. Donc là, un autre terrain, c'est-à-dire la capitale, à Paris, mais qui a été une très bonne école. Faire à la fois du sport, de la photographie politique, des manifestations, du social. Il y avait beaucoup d'enjeux à l'époque, beaucoup d'actualités. Et ensuite, après 1 an au Parisien, j'avais toujours eu un peu cette envie
en tant que photographe de rentrer à l'AFP, donc à l'agence France Presse, qui est une agence de presse qui est partout dans le monde et distribuée partout dans le monde. Et du coup, je suis devenu du coup pigiste à l'agence France Presse pendant 4 ans. Alors, ça doit être de mes 21 à 25 ans. Et pendant 4 ans, du coup, ça a été la crise des Gilets jaunes, ça a été la Coupe du Monde, ça a été surtout le Covid. Pendant ces 4 ans, j'ai commencé aussi à collaborer avec d'autres publications et à mener des projets personnels à côté. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la Mauritanie au début, dans un projet sur la République islamiste. Et ensuite, ça a été le Pakistan. Et ensuite, ça a été la Russie. Et puis après, l'Ukraine. Et en partant à l'étranger et en faisant ces projets personnels, j'ai pu les publier dans Le Monde, dans le magazine du Monde, dans le Figaro. Et du coup, ça m'a ouvert d'autres portes. Ce qui fait qu'au bout de 4 ans à l'AFP, je suis parti faire autre chose. Et du coup, collaborer plus avec ces médias sur des reportages plus sur le long terme à l'étranger. Et ce qui explique qu'après, j'ai fait la bascule en travaillant aujourd'hui beaucoup avec Le Monde et avec aussi d'autres médias étrangers, dont Der Spiegel, dont NZZ, un journal suisse-allemand, Le Figaro et M le magazine, et d'autres magazines aussi sur certains sujets. Comment ça se passe pour les gens qui ne connaissent pas forcément ce milieu des médias? Comment ça fonctionne quand tu dis que tu travailles avec différents médias? Est-ce que tu vas sur place et ensuite tu essayes de vendre tes photographies à ces médias-là? Est-ce qu'en allant sur place, tu y vas pour un média avec un angle que tu as prédéfini avec eux ensemble? Comment ça fonctionne? Voilà, comme tu viens de le dire, il y a vraiment 2 cas de figure. Alors, quand on travaille en tant que freelance, qui est la majorité des journalistes, des jeunes journalistes de mon âge, entre 20 et 30 ans, on peut se spécialiser sur une région. Moi, j'ai des amis qui ont vécu au Liban pendant 5 ans, qui parlent parfaitement arabe, qui sont spécialisés d'une région. Et on peut aussi être un peu plus comme moi, à avoir certaines régions où on connaît du monde, où on sait travailler, mais aussi être aussi un peu plus volatile pour faire aussi d'autres sujets, parfois en France, parfois dans d'autres régions. Mais dans ces cas-là, moi, je collabore régulièrement, par exemple, avec Le Monde. Donc, je vais leur proposer des idées de reportage. Par exemple, quand c'était sur l'Ukraine, je pouvais avoir une idée de reportage sur place, proposer à la rédaction en chef cette idée de reportage, et si elle était acceptée, du coup je partais sur place pour faire le sujet, ce qu'on appelle en commande. C'est-à-dire que là, sur place, je suis payé du coup chaque jour travaillé, assuré par le journal, le billet d'avion est payé par le journal. Okay. Et là, ce qui m'arrivait aussi pour le Liban avec Der Spiegel, donc l'hebdomadaire allemand, où je suis allé sur place pour eux en commande, sur un sujet dont on avait débattu avec la rédaction en chef et le rédacteur qui s'occupait du texte. Okay. Mais il y a aussi un autre moyen de travailler, plus différent, plus système D, mais qui représente aussi, moi, quasiment la moitié de mon travail, qui est vraiment de partir en freelance. Donc là, j'étais en Irak en juillet, exactement sur ce modèle, c'est-à-dire que c'était les 10 ans de la proclamation de l'État islamique, qui a été proclamé en 2014 à Mossoul, et du coup avec un collègue à moi, Stanislas Poyet, on est retourné en Irak sur les traces de Daesh, qu'il en restait aujourd'hui, les enfants des djihadistes, et on s'est dit c'est un bon sujet, mais on n'avait personne qui nous a financé le voyage. Ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a proposé les sujets. Les gens nous disent si vous allez sur place, si vous réalisez le sujet, on le publiera. Mais on vous paiera pas le billet d'avion, on vous paiera pas l'assurance, on vous paiera pas le fixeur. Alors un fixeur ou une fixeuse, c'est quelqu'un sur place qui s'occupe de traduire, qui s'occupe aussi de trouver parfois des interlocuteurs, qui a souvent une voiture, qui connaît la zone, qui s'occupe des autorisations. Souvent on pourrait rien faire, en Ukraine, ils prennent les mêmes risques que nous. Et donc dans ces cas-là, on a différentes promesses de publication de différents médias. Et on part du coup sur place avec ces différents médias. Donc sur 3 semaines, on a par exemple pendant 2 jours travaillé pour tel média. Ensuite, on a fait un autre sujet pour un autre média. Et en fait, tout ça mis ensemble, ça fait qu'on rembourse nos frais évidemment. Plus on dégage de l'argent pour nous rémunérer nous. Mais c'est aussi monter un sujet, un projet, se débrouiller sur place et puis croire aussi dans ce qu'on fait. Ouais. Et du coup, s'assurer notre côté et puis travailler en totale autonomie. Si tu reprends justement l'Irak, qui est un peu un fait marquant pour toi cette année en 2024, en tout cas une période où tu as passé plusieurs semaines, voire un mois peut-être sur place. Non, quasiment 3 semaines. 3 semaines sur place. Comment ça se passe du coup donc tu avais des promesses du coup de certains médias pour publier ton travail sur place. Comment est-ce que tu prépares en amont ce voyage-là et qu'est-ce que tu fais quand tu arrives sur place?
Alors, pour le préparer, ça demande, nous, je pense qu'on passe peut-être même plus de temps à préparer les reportages qu'à les réaliser, parce que via la connaissance du terrain vient aussi la sécurité, de comprendre que dans telle zone, c'est tenu par telle milice, telle tribu, telle armée, tel gouvernement. Ça permet aussi d'éviter les discussions qui peuvent créer des problèmes. Ça permet aussi parfois de sur son téléphone, supprimer certaines photos. On n'a pas envie que les gens avec qui on est tombent dessus. Aussi de savoir quelles questions on peut poser, quelles questions on ne peut pas poser, où dormir, qui sont nos personnes relais sur place à qui on peut se fier pour nous trouver une voiture, nous trouver un endroit où dormir, comme je disais juste avant. Donc en fait, c'est déjà comprendre où on met les pieds, quelle est cette région, quelles ont été les 15, 20, 30, 50, 100 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, ça aide déjà à poser le cadre. Ensuite, donc en fait, on peut parler parfois de précarité dans le journalisme parce qu'il y a très peu de CDI, on est tous aussi souvent à la pige, à partir à droite à gauche, à prendre des risques. On a qui l'ont payé de leur vie, Arman de l'AFP ou alors Frédéric Leclerimoff de BFM TV. Et en fait, il y a une sorte de solidarité aussi une certaine solidarité entre journalistes pigistes qui travaillent sur, par exemple, les zones du Proche-Orient. Et du coup, on a des contacts, enfin, pas des contacts, c'est des amis qui ont vécu là-bas, qui ont beaucoup travaillé en Irak. Donc, je vais passer des coups de fil à mes amis qui travaillaient là-bas. Est-ce que tu connais un fixeur avec qui on peut travailler? Est-ce que tu as déjà été dans cette zone-là? Comment ça se passe? Donc, recueillir le plus d'informations. Ensuite, commencer à tracer un planning, autant qu'on puisse tracer un planning dans des pays où tout peut changer tout le temps, où il y a une certaine instabilité, mais au moins avoir une trame de où on va. Et puis voilà, prendre le plus d'informations, ensuite savoir avec qui on va travailler comme fixeur, aussi quelles sont les personnes potentiellement relais sur place. Ça peut être s'il se passe quelque chose, s'il y a un problème, qu'est-ce qu'on peut appeler, potentiellement avoir le contact de l'ambassade, avoir le contact de collègues sur place. Et puis du coup, prendre le maximum d'informations, prévoir le mieux possible. Puis après, forcément, il y a une part d'inconnu, de risque qu'on accepte, mais déjà de cadrer le sujet, de comprendre où on met les pieds, de se mettre OK avec les binômes sur ce qu'on fait pas, où est-ce qu'on dort pas, je le sens pas. Et puis après, voilà, de caler le plus de choses qu'on peut caler, puis ensuite faire en sorte que ça se passe bien. Ouais. Et donc là, typiquement, sur ces 3 semaines-là, est-ce qu'il y a un reportage qui t'a particulièrement marqué, que t'as pu faire là-bas? Nous, il y avait un sujet qui nous semblait vraiment intéressant aujourd'hui, même pour je pense, les lecteurs français, c'était aussi intéressant, parce que du coup, la France a une relation particulière avec l'État islamique et Daesh, d'où les attaques que l'on a eues sur notre sol. Maintenant, avec l'actualité du Proche-Orient, ça a tendance à être un petit peu oublié, mais en revenant 10 ans plus tard, du coup, en Irak et à Mossoul, il y avait ce sujet sur ce qu'étaient devenus les enfants des combattants djihadistes. Donc, c'est un reportage en fait sur les orphelins de Daesh, parce que certains djihadistes avaient été tués avec leurs femmes parfois, et du coup leurs enfants devenus orphelins, ou alors le père avait été tué et la mère était encore là mais s'occupait des enfants. Et du coup, ça a été une assez longue enquête sur ces 2 semaines et demie, où on allait dans les camps, où certaines familles qui avaient vécu à Mossoul sous l'État islamique habitent aujourd'hui dans ces camps au Kurdistan irakien. Puis ça a été aussi dans des orphelinats, nous un orphelinat à Bagdad. Et dans ces 2 endroits, on a du coup rencontré ces enfants. Donc certains sont très jeunes et du coup n'ont pas forcément trop de souvenirs de leur père, de leur vie par exemple à Mossoul, des bombardements de la coalition à l'époque, de la vie sous l'État islamique, mais il y en a aussi qui avaient 13-14 ans, qui se souvenaient assez bien en fait de ce qui s'était passé, qui avaient vu d'ailleurs leur père pour certains, il y en avait un qui avait vu son père se faire tuer. Et du coup, c'était aussi le défi de cette société irakienne de que faire de ces orphelins. Parce qu'il y a une peur dans la société irakienne que certains veuillent se venger, que certains aient été éduqués avec une certaine façon de penser et du coup avec un extrémisme religieux qu'il faut surveiller. Et en même temps, nous, tous les enfants qu'on a rencontrés étaient extrêmement... sensibles, étaient extrêmement... c'était très touchant en fait de les rencontrer, ces enfants, ils n'ont pas choisi de naître ici. Donc voilà, c'était cette question très, très compliquée, mais en même temps qui est hyper importante en Irak aujourd'hui, de quel avenir pour ces orphelins, pour leurs familles. Certains ne peuvent pas retourner dans les tribus d'où ils viennent parce que vu que le père a rejoint l'État islamique, ils sont menacés de mort, donc ils se retrouvent dans des camps. Dans ces camps-là, ils ne peuvent pas jouer avec les autres enfants parce que les autres enfants savent que ce sont les enfants de djihadistes, donc il y a vraiment une sorte de côté très paria en fait de ces enfants. Et puis cette question de leur avenir demain. Puis en fait, sous-jacent, il y a aussi cette question de l'État islamique aujourd'hui en Irak, ce qu'il en reste. Il y a encore des poches,
la France, les soldats français et américains aident les forces irakiennes, donc la Golden Division qui avait été formée justement pour combattre l'État islamique, qui va encore dans certaines poches vers Kirkouk, Salah al-Din, donc des régions plus au nord de Bagdad, pour combattre et essayer de désarmer ces derniers combattants de l'État islamique, mais il y a encore une présence sur place. Donc c'est aussi une sorte de groupe djihadiste dormant, et ça reste quand même vraiment une question en Irak sur laquelle on s'est penché. Et typiquement sur ce genre de sujet, donc aller dans des orphelinats par exemple, quand vous arrivez à 2 ou potentiellement à 3 avec le fixeur typiquement, toi en tant que photographe, du coup journaliste, à quel moment tu prends des clichés, à quel moment tu as besoin de t'imprégner d'abord du lieu, de comprendre, tu vois, de comprendre le lieu, comprendre l'environnement avant de commencer à photographier. Comment ça se passe? Bah du coup, alors tu parlais de si on y allait à 2 ou à 3, là on y allait à 3 du coup, toujours avec le fixeur qui s'appelle Awad, qui est un super fixeur. Je le salue, il est à Bagdad aujourd'hui. Quand on arrive, ça c'est vraiment, je pense, propre à chaque photographe, parce que moi je travaille avec beaucoup de rédacteurs, mais je travaille pas avec des photographes, parce qu'en général si je suis là pour faire les photos, il n'y a pas besoin d'un deuxième photographe. Mais pour ce qui est de moi personnellement, en général quand j'arrive, l'appareil photo est dans le sac, on se présente. L'idée c'est toujours en photographie, le défi c'est vraiment de se faire accepter en fait, parce qu'on rentre dans l'intimité des gens. Enfin, c'est pas anodin l'acte de photographier quelqu'un, on prend quelque chose, on prend une image, puis surtout que souvent en journalisme on se retrouve à aller dans l'intimité des gens. Alors on va rencontrer des gens dans la rue, mais souvent dans les histoires qu'on va faire, on va être chez les gens, on va même parfois être dans le deuil avec eux, dans la mort, puis dans la joie parfois, lors de mariage, de naissance, enfin, vraiment partager des émotions et des moments de vie très forts avec ces gens-là, et ça touche vraiment à l'intimité. Et du coup, il y a quelque chose qu'on peut pas acheter, qu'on peut pas forcer, c'est l'acceptation dans l'intimité des gens. Surtout quand c'est une culture différente. Donc je pense que déjà, ça te demande de comprendre un peu la culture dans laquelle on est, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Par exemple, la question de photographier des femmes au Moyen-Orient, c'est une vraie question. Il faut pas faire n'importe quoi. Ça peut d'ailleurs être dangereux. En même temps, quand on respecte les règles, tout se passe bien. Et ensuite, voilà, donc ça va être se faire accepter, et on a presque envie d'être invisible, en fait, que les gens continuent à... Donc voilà, on va par exemple rencontrer la directrice de l'orphelinat, ce qui est très intéressant, elle va nous servir un discours un peu politique, un peu de communicant, mais on va la rencontrer parce que c'est important. En fait, après, ce qui nous intéresse, c'est de rencontrer ces enfants et de raconter leur histoire. Donc après, ça va être du coup les rencontrer. En même temps, dans le cas de l'orphelinat, on avait fait le choix, mais même c'est pas un choix en fait, c'est un peu la règle, c'est de ne pas montrer leur visage. Parce que voilà, en fait, on se dit, on anonyme, ouais. J'aime pas dire ça, on anonymise ces enfants parce qu'on ne se voyait pas, même par la loi, en fait, on ne se voyait pas les photographier, okay. Vu qu'ils étaient mineurs. Et donc, on arrive, et puis après, on se fait accepter, petit à petit, on sort l'appareil photo, et puis, il n'y a pas de secret, après, plus de temps on passe sur place, plus les gens s'ouvrent, plus on a de matière. Et c'est toujours cette dualité dans le journalisme de vouloir, certaines rédactions, faire énormément de reportages aux quatre coins d'un pays, par exemple quand une guerre éclate en Ukraine ou en ce moment au Liban, puis parfois de nous en tant que journalistes sur le terrain de se dire en fait non, là il faudrait prendre 3 jours mais pour creuser cette histoire. Vous allez à un hôpital bombardé au Liban, vous pouvez y passer 2 heures comme 3 jours. Ça fera un reportage sur un hôpital, mais ça n'aura rien à voir de ce que vous raconterez, de ce que les gens partageront avec vous, et puis de vous, ce que vous vivrez et autres. Donc vraiment, le temps est un facteur important. On a envie d'en avoir le plus possible. Mais en même temps, ça veut dire aussi payer des frais de fixeur, ça veut aussi payer des frais sur place. Donc voilà. Et puis parfois, on n'a pas le temps, faut travailler vite. C'est des conditions, moi j'aime moins, mais faut savoir le faire. On avec a très peu de temps sur une presse quotidien typiquement. Alors non, mais ça va être par exemple s'il y a un bombardement dans un pays, on va arriver sur place et en fait il y a des risques parce que par exemple en Ukraine, on sait que les Russes font des doubles tapes, c'est-à-dire qu'ils vont faire un premier bombardement, ils vont attendre 15-20 minutes qu'il y ait les secouristes qui arrivent, puis remettre un obus sur place pour faire le plus de morts possible. Donc dans ces cas-là, faut savoir travailler vite. Et donc là, c'est un peu un cheminement différent. Il faut arriver sur place, assez rapidement comprendre ce qui se passe, puis en fait travailler en fait, suivre les secouristes qui vont faire leur travail, essayer d'aller voir les gens, comprendre ce qui s'est passé en un laps de temps très réduit. Et là, on est vraiment sur avoir l'information, comprendre ce qui s'est passé, en se disant qu'à n'importe quel moment, il faut potentiellement partir. Donc là, on essaie de prendre le plus de choses possible.
toujours en respectant les règles déontologiques par rapport au journalisme. Donc voilà, c'est plein de cas de figure différents, et à chaque fois on s'adapte. Enfin, franchement, le journalisme, c'est s'adapter, on passe notre temps à prévoir quelque chose, ça se passe jamais comme c'était prévu, et du coup faut trouver une autre solution. Lui, il est pas dispo, il faut trouver quelqu'un qui peut nous raconter ça. On peut pas aller sur place, peut-être qu'on peut aller dans un autre village. On peut pas aller dans ce pays, peut-être qu'on peut raconter ce qui s'y passe via des réfugiés. Enfin, c'est toujours trouver des solutions à des problèmes pour faire notre métier, quoi. Tu parlais du temps long, de prendre le temps, d'avoir une vraie immersion, de créer un lien aussi avec les sujets que tu photographies ou les sujets que tu as envie de raconter. Tu as un exemple de relation que tu as pu nouer avec quelqu'un sur place dans un de ces pays, ou typiquement en Irak, où tu étais cet été, où tu as vraiment pris le temps d'avoir une vraie immersion avant de sortir ton reportage? Oui, il y a eu 2 personnes, par exemple. Il y a eu au Pakistan, alors je peux pas vraiment dire son nom parce que je vais un peu raconter son histoire, je préfère, on va l'appeler Ali. Et en fait, c'était quand j'étais dans les zones tribales, donc on se trouve vers Peshawar, à la frontière de l'Afghanistan, et c'est une région où il n'y a pas beaucoup d'étrangers, donc pour aller sur place, je dormais chez ce Ali que j'avais rencontré sur Couchsurfing, et du coup c'était un jeune Pashtun, donc qui vient d'une tribu qui est à cheval entre le Pakistan et l'Afghanistan, et du coup il m'accueille chez lui, et du coup c'est un petit village avec une tribu où en fait j'arrive, et puis on me fait rencontrer les hommes du village. Il y a 200 hommes du coup, parce que c'est dans une pièce, dans un endroit du village où seuls les hommes sont acceptés, donc il y a 200 habitants du village qui viennent me voir, et puis ils commencent à me raconter leurs histoires. Ils se sont battus contre les Russes en Afghanistan à côté, enfin vraiment voilà, je découvre le village, puis ils me disent en fait demain on va chercher des pierres à côté de la rivière pour refaire le cimetière, donc je passe 5 jours avec eux, comprendre voilà ces tribus dans cette région là du Pakistan. C'est aussi les Pashtuns, c'est aussi d'où viennent les talibans en fait. Donc c'était aussi intéressant de comprendre les codes de cette tribu, de ce groupe, et donc je vis sur place avec ce Ali, et puis en fait le soir je dors dans la même chambre que lui. Donc selon les règles de l'hospitalité pakistanaise, il y avait tout le temps beaucoup à manger, il se pliait en 4 pour moi, il avait pris des jours de congé en fait pour m'accueillir, enfin c'était vraiment adorable. Et puis en fait quand je parle avec lui, je me rends compte qu'en fait il est amoureux d'une fille du village d'à côté, qui est mariée de force, comme ça se fait beaucoup au Pakistan, avec un homme, et qu'en fait, qui va être mariée de force avec un homme, et qu'en fait lui contre tout s'oppose à ça, et du coup elle est voir sa mère et lui a dit: vous êtes une mauvaise mère, vous mariez votre fille de force avec un homme avec qui elle n'est pas mariée, je me battrai contre vous et tout. Et en fait je découvre un jeune, on a exactement le même âge, qui se bat un peu contre des codes conservateurs ancestraux dans un village, qui subit une certaine pression, et en fait qui trouve aussi en moi, et moi je trouve en lui un jeune. On a grandi dans des endroits complètement différents. Enfin, moi je viens de Paris, lui il vient de Peshawar, d'un village à côté de Peshawar. En même temps, on lie un lien assez fort, et il m'apprend beaucoup de choses sur le Pakistan, sur lui. Donc c'était vraiment une expérience très forte. J'avais noté ses témoignages dans l'idée d'en faire un livre que je ferais peut-être autour du Pakistan et de son histoire. Donc voilà, il y a eu Ali, et puis il y a aussi Abdel Nasser. Donc c'est un jeune Palestinien, pareil exactement mon âge, il est né en 1996, et je l'ai rencontré parce que avant le 7 octobre, j'étais allé en Palestine pour un premier reportage sur la fécondation in vitro, peut-être qu'on en parlera plus tard, et du coup je l'avais rencontré, et il m'avait fait découvrir la Palestine. Du coup il habitait à Ramallah, et puis on est restés potes en fait, on se voyait à la base, on s'était vu pour le reportage, puis en fait on a parlé, on a rigolé, on a passé la journée ensemble, puis on a gardé contact, et en fait c'est quelqu'un que là je l'ai revu quand je suis allé en Palestine il y a 3 semaines, on a passé des soirées ensemble à parler, et du coup c'est un peu ces jeunes du même âge qui grandissent à l'autre bout de la terre, et puis en fait on se lie d'amitié sur les mêmes choses. Ça peut être les relations amoureuses, ça peut être des fois les jeux vidéo, l'envie de sortir, le sport et autres, mais en fait eux me racontent aussi quelque chose de leur pays, et du coup on est à la frontière entre c'est avant tout des amis, avant tout un pote, mais aussi quelqu'un qui me fait découvrir sous un autre œil, sous un autre angle, un pays où je travaille. Et sauf que avec lui j'ai pas une relation de travail en fait, parce que c'est mon pote après une journée de travail, voilà, mais on va sortir, on va boire des coups, et en fait il va m'expliquer un peu sa vie, son quotidien, et donc c'est super intéressant, c'est une des richesses de ce métier, quoi. Et justement là-dessus, tu vis des choses hyper fortes quand tu vas sur le terrain, que ce soit émotionnellement, avec les liens que tu peux créer avec les gens que tu rencontres sur place, avec les situations que tu peux vivre, potentiellement le stress dans lequel tu peux travailler, la joie immense dans laquelle tu peux travailler aussi. Comment tu vis toi le retour à Paris ensuite, qui peut être
très contrasté avec ce que tu vis sur le terrain. Et comment tu vis ça justement à titre personnel et psychologique aussi? Ouais, je pense que les gens ont tendance à penser, peut-être à juste titre, que le plus compliqué c'est d'être sur un terrain en guerre, un terrain de conflit ou un terrain dangereux où il y a des risques de bombardement, de kidnapping et autres. Mais en fait, personnellement, en tout cas, j'ai un peu l'impression que sur le terrain, on y va, on sait ce qu'on y fait, on a préparé, on connaît notre métier. On se connaît aussi d'une certaine manière nous-mêmes, enfin on connaît un peu nos limites, on a appris aussi à se connaître, alors il y a encore plein de travail à faire là-dessus, mais... Donc en fait, une fois sur le terrain, on est focalisé sur ce qu'on a à faire, on est focalisé sur notre mission, donc en fait, on est vraiment dans un peu un effet tunnel de travail, en fait, de comprendre ce qui se passe, de s'adapter aux choses qui changent tout le temps. Donc le temps passe vite, est très intense, mais on ressent pas trop une fatigue. En général, beaucoup de choses s'enchaînent. On enregistre, enfin notre cerveau, nous-mêmes, on enregistre beaucoup de choses, mais sans trop les analyser. Et donc en fait, sur le terrain, ça s'enchaîne assez vite. On est avec une équipe et autres. Mais effectivement, le plus compliqué, c'est, comme tu disais très justement, le passage d'un monde à l'autre. C'est vraiment deux mondes qui n'ont rien à voir. Vous prenez par exemple, je sais pas, l'Ukraine, donc un pays en guerre avec l'intensité et la violence qu'on voit tous les jours dans les médias, à la télé, en lisant les journaux. Et ensuite, la France, du coup, un pays donc, en paix. Et du coup, ces deux mondes n'ont rien à voir. Il ne se passe pas du tout la même chose. Et en fait, on fait un peu la bascule d'un monde à l'autre, et très rapidement. Alors en Ukraine, vous n'avez pas de vol, donc vous passez par un train et tout, mais en l'espace de moins de 20 heures, de Kiev, vous arrivez à Paris. Bon, c'est pareil pour Beyrouth aujourd'hui. Enfin, il y a des vols pour Beyrouth, vous montez dans l'avion, vous rentrez à Paris, et vice-versa. Et du coup, le changement est tellement radical en si peu de temps que le cerveau, parfois, a du mal à s'adapter. Et puis, en fait, souvent, au retour, vous êtes encore un peu bloqué là-bas, dans ce qui s'y passe. Par exemple, vous avez regardé votre téléphone parce que vous voulez savoir ce qui s'est passé aujourd'hui là-bas, vu que vous y étiez la veille. Les gens que vous rencontrez là-bas, les collègues, les gens que vous avez rencontrés vont continuer à vous textoter, voilà. Puis en fait, vous arrivez ici, où du coup vos potes, votre famille n'a pas vécu les mêmes choses que vous avez vécues, et pour eux la vie a continué. Alors oui, ils ont vu ce qui se passe en Ukraine, au Liban, sur la télé, mais du coup c'était une fraction de leur quotidien, alors que vous avez vécu sur place, donc ça représentait, voilà, vous vivez, enfin le reportage c'est vivre sur place, en fait, vivre avec les gens, ça se fait sur le terrain, le reportage. Donc vous passez d'un monde à l'autre très rapidement, avec les codes qui sont pas les mêmes, les préoccupations des gens qui sont pas les mêmes. Mais encore une fois, c'est à nous de nous adapter, parce que c'est nous qui avons choisi de faire ce métier, c'est pas à nos proches de s'adapter à nous. Donc, et donc au sein des médias maintenant, il y a quand même beaucoup de psychologues qui aident justement les journalistes. Le Monde en a une, RFI en a une qu'on peut appeler, avec qui on peut échanger. Et justement, c'est souvent pour gérer cette transition d'un monde à l'autre. Gérer les deux, de la vie privée et puis la vie sur place et autres. Et voilà, après quand on rentre en général, ça passe par pas mal de sport, quelques sorties, et puis en fait assez rapidement on recharge les batteries, puis c'est le reportage, on a envie de continuer à couvrir ce qui se passe, donc on réfléchit rapidement à repartir quelque part, quoi, et puis on se remet dans un projet et puis ça enchaîne. Quand tu es sur un terrain typiquement en Irak, ou quand tu es en Ukraine ou en Palestine, et comment tu travailles au quotidien? Donc tu photographies, tu fais ta journée, et le soir tu regardes du coup les photographies, tu les traites, tu les envoies. Comment ça fonctionne concrètement? Ouais, sur place, donc on a notre équipe, souvent avec un rédacteur, un fixeur. On va avoir un reportage dans la journée. Donc des fois ça va être un reportage qu'on va il va y avoir une conférence de rédaction à Paris. On va pouvoir proposer un sujet où la rédaction en chef va nous imposer un sujet sur place. Voilà, on aimerait bien un article aujourd'hui sur ci, sur ça. Donc on va y aller. On va faire notre sujet, donc sur place on va rencontrer les gens qui nous semblent intéressants, aller dans les endroits qui nous semblent aussi intéressants pour faire le sujet en respectant l'angle. Et si la publication est prévue le lendemain, on va rentrer le soir, et puis du coup on va éditer. Donc moi je vais éditer les images, ça veut dire aussi les légender, ça veut dire faire un choix, ça veut dire aussi avoir compris ce qu'on photographiait, ce qui était important comme image. Parfois la bonne image n'est pas forcément la plus belle, mais celle qui a le plus d'informations dedans. Et puis ensuite on va faire un feedback, donc nous ça va être à nos éditeurs photos, la rédaction photo de tel ou tel journal, en disant voilà les photos, voilà comment ça s'est passé. Parfois on va dire moi je pense que celle-ci est assez forte, voilà les défis qu'on a eu, le texte va être envoyé. Et ensuite ça passe à Paris ou à Hambourg si c'est Spiegel, ou à Zurich c'est NZZ, et eux dans la nuit ou le soir vont éditer, nous rappeler s'ils ont des questions,
pour que tout se passe bien. Et puis ensuite, le lendemain matin, c'est publié. Puis le lendemain matin, c'est leur pour un autre reportage, quoi. Et puis ça enchaîne comme ça. Et donc, si, par exemple, après le 7 octobre, ou même en Ukraine, après le début de l'invasion russe, on peut, en une semaine, on peut faire 4-5 sujets, qui n'ont parfois rien à voir. On peut passer, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, on peut le lundi aller voir une famille d'otages israéliens qui nous raconte un peu leur quotidien et on va faire un article dessus. Le mercredi, on peut aller dans un camp de réfugiés palestiniens en Cisjordanie qui a été attaqué par l'armée israélienne et rencontrer du coup des familles de jeunes Palestiniens qui ont été tués. Le jeudi, on peut aller à Kiryat Shmona au nord et puis raconter un peu ce qui se passe avec le Liban et autres. Et le dimanche, on peut aller parler avec des Gazaouis qui se sont retrouvés bloqués en Cisjordanie parce qu'ils travaillaient là-bas. Voilà, donc en fait, en une semaine, on peut enchaîner les reportages. Et surtout, ce qui est propre au métier de journaliste, c'est dans un conflit, parfois avoir accès aux deux côtés. Donc c'était pas le cas en Ukraine, on pouvait pas aller du côté russe. Mais sur le conflit israélo-palestinien, ce qui est très particulier, c'est qu'en tant que journaliste, on peut, alors on ne peut pas aller à Gaza, il y a vraiment un blocus de l'armée israélienne pour ne faire rentrer aucun journaliste depuis le 7 octobre sur place. Toi, tu y étais juste avant, je crois, en juin. Oui, voilà. Du coup, on y reviendra si tu veux, mais du coup, aujourd'hui, on peut aller en Cisjordanie, du coup, cette partie de la Palestine, et aussi travailler en Israël. Et du coup, on peut passer d'un monde à l'autre, de peuples qui ne se voient très peu, et du coup, on peut passer d'un monde à l'autre, ce qui est particulier aussi. Et donc on est amené en une semaine à faire plein de reportages différents, à chaque fois reprogrammer, ok, aujourd'hui, ça c'est l'histoire, comment on la raconte, on lit, on prend les sources, on prend les infos. Et puis après, des fois, ça nous arrive dans une journée de pas avoir assez. Voilà, c'est professionnellement, à un moment, des fois, il faut admettre que ce sujet étant complexe, ou parce que les accès sont compliqués, il nous faut plus de temps. Et parfois, les médias, en général, la rédaction en chef comprend, dans les vrais médias qui savent travailler, il y a toujours la priorité qui est donnée au terrain. En fait, il y a des rédacteurs en chef qui sont eux-mêmes, normalement, bien souvent des reporters de terrain assez aguerris. Et donc, ils nous disent faudrait faire ce sujet, mais c'est à vous de nous dire si c'est réalisable, combien de temps il vous faut. Comment vous le voyez. Et ensuite, nous, on leur fait un feedback et puis on crée un peu le projet de reportage, quoi. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de moments où il faut travailler vite, parce qu'il y a des situations qui le demandent. Je pense qu'il y a un sujet aussi de la sécurité en tant que journaliste, surtout sur des terrains où il y a du conflit. Toi, quel est ton rapport à ça, au risque peut-être que tu parfois peux ou dois prendre ou prends pas justement. Enfin, est-ce que tu as t'as des règles que tu te fixes pour toi? Ouais, c'est vraiment une question au cœur du métier aussi, les risques sur le terrain. Donc, je pense pas qu'on fasse ce métier pour prendre des risques. Ou alors, c'est que certains ont avoir des problèmes avec eux-mêmes et quelque chose à prouver. Mais moi, en tout cas, je considère que je ne fais pas ce métier pour de l'adrénaline ou prendre des risques ou autre. Non, je le fais parce que je considère qu'il y a une importance dans le métier de journaliste, parce que même personnellement, c'est quelque chose qui m'apporte énormément, d'avoir, ça peut paraître étrange, mais d'avoir parfois la possibilité d'aller sur ces endroits, de rencontrer les gens, de vivre des choses extrêmement fortes, et puis de rencontrer des gens. Souvent, la guerre, ça fait un peu tomber les masques, et on voit le meilleur et le pire de l'humanité. Alors oui, évidemment, on voit le pire dans les massacres, dans les viols, dans les tortures, dans la barbarie de l'homme, mais il ne faut pas oublier qu'on voit aussi le meilleur, des actes de bravoure, de solidarité, de l'amour entre les gens, d'une puissance incroyable, des histoires vraiment qui rendent humble de par le courage des gens qu'on rencontre. On se dit, j'aimerais bien avoir 10% du courage de cette personne. Et du coup, par rapport au risque, moi je le vois toujours en mode quel risque on prend pour quel gain, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a un reportage à faire. Si on va sur cette zone qui est par exemple dangereuse, qu'est-ce qu'on peut potentiellement recueillir comme information en fait. Aller dans un village bombardé extrêmement dangereux où il reste personne, et en fait juste pour avoir des maisons, des images de ruines et dire qu'on y a été, déjà dans un papier ça fait genre 3 phrases, ça fait 2 photos de maisons en ruines, mais ça ne vaut pas le coup. Par contre, aller dans un village peut-être moins bombardé, mais en tout cas où il reste encore des gens,
bah, c'est moins de risques et il y a peut-être une meilleure histoire à raconter là-bas. Donc c'est jamais prendre le plus de risques possible, c'est toujours si on prend des risques, pourquoi on prend ces risques-là et est-ce que ça vaut le coup. Alors après, c'est une discussion propre à chacun, dont on parle en équipe. Est-ce que toi tu le sens avec le rédacteur, avec le fixeur et autres, parce que le fixeur évidemment fait partie de l'équipe et souvent connaît mieux la zone que nous, donc des fois nous on va lui dire bon, on aimerait bien aller là-bas, il nous dit bah, non les gars, en fait là c'est pas possible quoi, c'était possible il y a une semaine mais là c'est plus possible. Ou vice versa, on pense qu'une zone est complètement inaccessible, il me dit bah j'ai le moyen de nous y emmener, ça va le faire et tout. Puis après, nous, on parle avec le binôme, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Et donc, c'est pour ça que c'est important de travailler avec les gens avec qui on a envie de travailler. Enfin, le binôme, pas parce que nous, sur place, c'est pas on se lève à 9h et on rentre à 18h. C'est on dort ensemble, on vit ensemble, on fait 8, 9h, 10 heures de voiture par jour ensemble, on édite ensemble. Donc, très vite, des liens se créent avec les fixeurs, avec les journalistes. On devient souvent très proches. On passe 15 jours, 3 semaines ensemble, non-stop. Plus, par exemple, en Irak, vu qu'on part en freelance, on partage les chambres d'hôtel. Donc là, par exemple, avec Stanislas, on a vécu ensemble pendant quasiment 3 semaines, quoi. Matin, midi et soir. Et donc, on parle beaucoup, on communique. Après, les risques sont là, et puis on peut pas les contrôler. Donc, à partir du moment où on va sur place et on prend ces risques, on sait ce qu'on risque, en fait. On sait comment on s'engage. Et des fois, ça nous arrive de pas trop y penser, mais malheureusement, il y a tellement de journalistes tués aujourd'hui ou blessés ou emprisonnés que assez régulièrement ça fait une piqûre de rappel pour nous rappeler que ça peut arriver à tout le monde n'importe où, quoi. Il y a des moments où tu t'es senti en danger peut-être sur un terrain alors que tu vois, tu avais pris les précautions nécessaires, vous en avez parlé en équipe, tu avais ton gilet presse, j'imagine que tu portes. Alors le gilet presse en Ukraine, ça n'a pas empêché grand monde de se faire bombarder quand même. Oui, ça peut arriver d'aller sur un lieu de bombardement et que on sente qu'autour ça se rapproche, de pas sentir un endroit parce qu'il n'y a pas grand monde, parce que ça se tend. Mais en même temps, souvent, c'est en fait, moi je trouve que plus vous êtes avec des gens qui ont peur, plus la peur est communicative. Si vous êtes dans une voiture avec quelqu'un qui panique, en fait, mine de rien, ça va communiquer cette peur à toute la voiture. En revanche, si vous êtes sur une zone extrêmement dangereuse, par exemple, je sais pas, demain un hôpital qui est vraiment dans une ville bombardée régulièrement, et que vous êtes avec le chef de l'hôpital qui est un vieux de la vieille qui a beaucoup d'expérience et en fait qui est assez relax, qui sait très bien ce qu'il faut faire, qui est habitué à ce climat voilà, vous arrivez avec votre voiture, vous garez, vous le rencontrez. Et en fait, vu qu'il va être dans son élément d'une certaine manière et être assez calme et autres, en fait, il va inspirer une certaine confiance. Et donc ça, c'est vraiment assez impressionnant de voir la différence. Des fois, on est dans une zone pas spécialement dangereuse, mais il suffit qu'il y ait quelqu'un sur place qui soit paniqué, on va se dire pourquoi il panique, et les choses vont vite. Et puis des fois, dans des endroits vraiment où vous vous dites mais qu'est-ce que je fais là ? Il y a une personne qui sort de je sais pas où et qui fait une blague des fois, ou qui fait tout relativiser, et du coup, ça détend l'atmosphère. Le risque reste là, mais vous le ressentez pas pareil. Tu parlais tout à l'heure d'un sujet sur la fécondation in vitro en Palestine, je crois. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce sujet-là, quel était l'angle et un petit peu comment tu as travaillé là-dessus ? Donc ce sujet, je l'ai réalisé du coup en mai-juin 2023 avec Wilson Fash, du coup, qui est un journaliste belge qui a été lauréat du prix Albert Londres d'ailleurs la même année. Pas pour ce reportage, mais pour d'autres. Et en fait, déjà via ce reportage, on s'est retrouvé du coup dans la bande de Gaza en mai-juin, c'est-à-dire moins de 4 mois en fait avant le 7 octobre. Donc on a été dans cette bande de Gaza avant la guerre. Alors c'était déjà une zone de conflit, mais ça n'a rien à voir avec l'ampleur de la destruction aujourd'hui pour ce sujet. Et en fait, c'était un reportage qu'on avait, sur lequel on avait discuté, qu'on avait anglais, qui en fait racontait cette guerre, comment le conflit se retranscrivait dans la fécondation in vitro des deux côtés, côté israélien, côté palestinien. Et donc deux sociétés assez conservatrices, avec un procédé assez moderne. Comment dans ce conflit, ces deux sociétés en guerre s'appropriaient, voyaient, utilisaient cette fécondation in vitro. Et c'est extrêmement intéressant parce que du coup, dans la bande de Gaza, tu avais des Palestiniens qui avaient été emprisonnés par l'armée israélienne, qui étaient détenus en détention en Israël et qui arrivaient néanmoins à faire sortir leur sperme de prison via un trafic dont on n'a pas eu tous les détails, mais on a une vague idée. Depuis Israël, ce sperme arrivait à rentrer dans la bande de Gaza,
assez rapidement pour qu'ils soient encore valides. Et ensuite, dans une clinique de la bande de Gaza, dans un hôpital, un médecin s'occupait de la fécondation in vitro de la femme du combattant pour qu'elle donne naissance à un fils. Ce que les Palestiniens appellent les ambassadeurs de la liberté. Plus d'une centaine dans toute la Palestine. Et du coup, ces enfants naissaient d'un père qui était emprisonné de l'autre côté en Israël. Donc on a rencontré le médecin qui s'occupait de ces fécondations in vitro. Moi je me suis retrouvé d'ailleurs dans l'hôpital où il faisait une insémination. Du coup c'était assez particulier dans Gaza de se retrouver dans un hôpital avec un gynécologue. Enfin voilà, c'était complètement hors du temps. Et en même temps on a rencontré des enfants qui étaient nés de ces fécondations, leur famille, leur histoire. Et alors ça, c'était un sujet qui était déjà connu. Il y avait déjà quelques articles qui avaient été faits sur ces ambassadeurs de la liberté, ces enfants de combattants nés de combattants dans les prisons, qui étaient emprisonnés dans les prisons israéliennes. Ouais. Mais là où ça devenait intéressant, c'était qu'en fait, au même moment en Israël, il y avait un débat sur une loi qui permettrait par rapport au sperme, depuis le sperme récupéré sur le corps d'un combattant de l'armée israélienne décédé, si vous avez une personne qui meurt, vous pouvez prélever son sperme et continuer à pouvoir l'utiliser plus tard en fait. Vous pouvez le congeler. Si vous le prélevez assez rapidement, les spermatozoïdes sont encore en vie, vous pouvez le prélever, le congeler et réutiliser les spermatozoïdes plus tard. Et donc il y avait une sorte de voix qui s'élevait dans la société israélienne, certains groupes qui revendiquaient la possibilité depuis le sperme récupéré sur les cadavres de soldats de l'armée israélienne, donner naissance à un enfant qui du coup n'aura pas de père via une mère volontaire en fait. Donc on a rencontré un de ses pères dont le fils avait été tué et qui avait mis une annonce dans un journal. Il habitait entre Jérusalem et Tel Aviv et il y avait eu plein de jeunes israéliennes qui s'étaient portés volontaires pour être la mère de l'enfant de son fils décédé. Et donc en fait c'était le même principe de fécondation in vitro, influé par des pères qui étaient dans la guerre, donc d'un côté des prisonniers palestiniens, de l'autre côté des soldats israéliens tués, dans deux sociétés assez conservatrices qui s'étaient approprié ce principe dans un élan un peu patriotique de voilà, le fils, d'un côté le fils de ce soldat décédé pour Israël et de l'autre côté le fils du combattant palestinien emprisonné en Israël, mais qui a quand même réussi, grâce à Dieu, à donner naissance à un enfant. Donc voilà, c'est l'exemple de reportage qu'on peut faire. Là, on avait quasiment pris une dizaine de jours, en faisant aussi d'autres sujets sur Gaza à l'époque. Et on était loin de se douter que du coup, s'en suivrait ensuite l'attaque du 7 octobre, et du coup, maintenant, tout ce qu'on connaît aujourd'hui avec... Ouais, donc tu es presque un des derniers journalistes à avoir été sur place à Gaza, non ? Journaliste étranger, on peut dire ça d'une certaine manière, mais il ne faut pas oublier que sur place, il y a aussi tous ces journalistes palestiniens qui documentent depuis le 7 octobre toute la destruction de la bande de Gaza, et dont beaucoup ont été récompensés par des prix amplement mérités. Mais oui, on s'est retrouvés dans la bande de Gaza... On a vu un peu ce qu'était la bande de Gaza en tant que journaliste étranger. C'était très compliqué d'accéder à la bande de Gaza. Il fallait d'abord rentrer en Israël, avoir une autorisation de carte de presse israélienne, ensuite demander une autorisation au Hamas, ensuite se présenter au poste frontière d'Eretz, celui qui a été attaqué du coup le 7 octobre, rentrer dans la bande de Gaza, y travailler, et ensuite ressortir. Donc voilà, c'était tout un procédé long, fastidieux, mais on pouvait y rentrer pour faire des reportages. Ce qui n'est plus qu'aujourd'hui. Ouais. Tu parlais des prix qu'on donne à des journalistes. Toi, tu as eu quelques prix, je crois, en 2022-2023, notamment. Oui, alors j'ai eu le prix Rémi Lochlik, du coup, journaliste décédé en Syrie, en 2022. Du coup, pour les reportages en Ukraine. Voilà. Comment ça se passe quand un journaliste est récompensé ? Est-ce que c'est du coup l'organe de presse qui soumet certains travaux ? Est-ce que c'est juste un consortium de journalistes qui décide d'allouer le prix à un journaliste pour un travail précis qu'ils ont identifié pendant l'année ? Comment ça fonctionne ? Nous, on candidate. Okay. Nous, on candidate avec des séries photos. Il y a différents prix aujourd'hui. Tu as le World Press Photo, tu as tous les prix à Visa pour l'image, tu as le prix Bayeux aussi qui récompense les correspondants de guerre. Et donc nous, on est responsable d'envoyer nos séries de photos en fonction de ce qu'on a produit chaque année sur telle ou telle zone de conflit. Et ensuite, oui, un jury se réunit. Parfois, il y a un oral. Et ensuite, il y a des récompenses qui sont données. Alors souvent,
les prix portent les noms à titre posthume de journalistes décédés sur le terrain. Okay. Et ça permet d'une certaine manière aussi de... outre le fait, voilà, c'est une récompense, on est exposé, c'est assez, d'une certaine manière, gratifiant, mais c'est surtout aussi de montrer au grand... Enfin, en fait, ça montre aussi au grand public le travail de journalistes sur place. Là, j'étais au prix Bayeux en Normandie avant de repartir en Palestine et au Liban. Et c'est vrai que de voir un amphithéâtre de plus de 2000 personnes plein un mercredi soir pour une soirée sur le 7 octobre et le conflit israélo-palestinien, on se dit, nous, en tant que journalistes, que nous, ça nous intéresse, nos collègues aussi, parce qu'on travaille dessus. Mais de voir des gens, en fait, prendre leur mardi de 20h à 1h du matin pour entendre des journalistes gazaouis, israéliens, français parler, débattre de ce sujet qui est extrêmement complexe, bah, en fait, ça nous rebooste parce qu'on se dit, bah, en fait, notre travail est lu, a un impact, il y a des gens vraiment qui s'informent, qui sont avides de savoir ce qui se passe sur place. Donc ces prix et ces festivals, ils permettent aussi de montrer déjà qui fait l'information, comment on travaille sur le terrain. Et je pense que c'est extrêmement important dans notre époque où en fait il y a la montée des fake news, la remise en question du métier de journaliste, comment on travaille, comment on vérifie nos sources. Alors évidemment, comme dans tous les métiers, il y en a qui le font bien, il y en a qui le font moins bien, et ceux qui le font moins bien... desservent toute la profession. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que chaque jour, il y a beaucoup de journalistes aux quatre coins du monde, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, qui enquêtent, qui prennent des risques parfois, on n'imagine pas, mais par rapport à des gouvernements qui sont vraiment enclins à emprisonner des journalistes, à mettre pression sur les journalistes. C'est aussi extrêmement dangereux d'aller couvrir une catastrophe naturelle, un tremblement de terre en Turquie, vous arrivez sur place, ça peut encore s'effondrer. Puis aussi, vous pouvez faire des reportages en France sur... la pauvreté, sur la crise migratoire, avec des témoignages qui peuvent vous hanter tellement ils sont forts, tellement ils sont tristes, tellement ils sont violents. Donc non, c'est aussi un moyen de rappeler l'importance du métier de journaliste, les engagements de journalistes pigistes. Pour beaucoup, on n'est pas payé des masses, on gagne notre vie. Moi, par exemple, je gagne relativement bien ma vie avec ce métier, mais il y a des mois avec, il y a des mois sans. Donc aussi, c'est aussi des fois trouver la force de persévérer dans ce métier, continuer à partir, alors que des fois, on a l'impression que plus grand monde lit la presse ou que ça n'intéresse pas grand monde. Bah, heureusement, c'est pris, récompense du coup nous autres journalistes, et puis aussi montre au grand public, entre guillemets, comment on travaille. Et, voilà. Quand on va sur ton site internet, tu as une partie où il y a ton travail éditorial et tu as aussi des projets personnels. Comment tu les choisis, ces projets personnels? Est-ce que c'est en revenant d'un lieu où tu as passé pas mal de temps, tu décides de faire une série sur des photos que tu n'as pas forcément utilisées pour des sujets? Est-ce que c'est en amont, tu te dis j'aimerais bien traiter ça aussi à titre personnel? Comment ça fonctionne? Ouais, c'est un équilibre personnel en fait. C'est souvent lorsqu'on travaille en commande ou dans le journalisme, on fait un type de photo qui est le photojournalisme. Donc c'est raconter la réalité en images avec certains codes d'une certaine manière en termes d'image, de cadrage, de matériel utilisé, de sujets choisis. Donc en fait, c'est passionnant, mais on répond d'une certaine manière à une commande aussi d'un journal, avec des codes et avec des limites. Un cahier des charges presque. Voilà, exactement. Ouais. Et du coup, c'est ce qu'on sait faire, c'est comme ça que nous autres photojournalistes gagnons notre vie, c'est comme ça aussi que ça a un impact, que c'est publié dans la presse. Mais à côté, moi personnellement, pour avoir un équilibre, ça m'arrive parfois, comme tu disais, d'être sur le terrain, de voir une histoire, de rencontrer quelqu'un, je me dis c'est incroyable. Et le journal ne va pas forcément être hyper convaincu par cette histoire, mais pour autant, parfois, je trouve ça dommage de ne pas creuser, de ne pas rester plus longtemps. Donc, je vais en faire un projet personnel. Et par exemple... au Pakistan, qui est un pays qui est un pays encore aujourd'hui qui intéresse très peu la presse française, donc connaît très peu de choses. Et du coup, en allant sur place, j'ai découvert une autre facette du pays avec des transgenres, avec une jeunesse, ce dont on parlait plus tôt. Ouais. Et du coup, en m'affranchissant un peu des rédactions, en du coup finançant moi-même un peu mon propre projet, j'ai commencé ce projet The Land of the Pure sur ce pays en le racontant d'une autre manière, en travaillant à l'argentique cette fois, donc à la pellicule, ce qui est différent en termes de prise de vue, de temps, de photographie, de construction de la série.
et en me laissant vraiment la liberté de photographier ça comme je l'entendais, avec des témoignages dans les régions que je voulais. Et du coup, ces projets personnels, ils sont autre chose. Et parfois, ils trouvent leur place dans la presse. Par exemple, tout mon reportage au Pakistan, ça avait été publié au final dans le magazine du Monde, mais dans une rubrique assez particulière qui est le portfolio, qui répond plus à une démarche d'auteur. On rentre plus dans la photographie artistique plutôt que journalistique. Mais c'est un domaine qui brouille les pistes, c'est la photographie documentaire. En fait, on va raconter un phénomène de société, un pays, avec de l'information, avec un peu un angle journalistique. Mais nous, photographiquement parlant, en faisant ce qui nous ressemble, comment on a envie de le photographier, en proposant quelque chose de nouveau, de différent. Et donc cette partie-là de photo documentaire, tu pourrais potentiellement l'exposer du coup Exactement. Ouais. Voilà. Par exemple, un autre projet de photographie documentaire, pour reprendre l'exemple de la bande de Gaza, du coup Wilson avec qui j'ai travaillé, avait travaillé en binôme avec Charles Thieffen, un autre photographe qui est un ami. Ils avaient fait un projet par exemple sur, avant de bombarder un immeuble, l'armée israélienne en général passe un coup de fil en disant voilà, l'immeuble va être bombardé, vous avez 15 secondes pour sortir, 15-30 secondes pour sortir de l'immeuble. Et dans ces cas-là, les Gazaouis, les Palestiniens emmènent en fait certains objets, ce qu'ils peuvent prendre. Et du coup, ils avaient eu l'idée de faire un sujet en ne photographiant que les objets que ces Gazaouis, ces Palestiniens avaient emmenés. Donc en fait, là, on est sur quelque chose qui parle du photojournalisme. En fait, on raconte quelque chose, une vérité, une réalité, mais on le raconte avec sous forme de série, sous forme beaucoup plus d'auteur, en fait. Et donc ces projets peuvent trouver leur place dans certains magazines, dans certaines galeries aussi. Ils sortent un peu des codes, mais en même temps, ils permettent de raconter autre chose de ces pays-là. Ouais. Toi, t'as déjà exposé du coup j'avais exposé du coup à Perpignan. Donc c'était pas la série sur le Pakistan, mais c'était du coup la série sur l'Ukraine. Mais j'ai d'autres projets d'exposition aussi à venir, dont le Pakistan, dont d'autres pays au Moyen-Orient. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour l'année à venir, l'année 2025 ? Est-ce que tu as déjà des sujets de prévus, des voyages de prévus ? Malheureusement, vu l'actualité, je pense que je vais continuer à retourner au Proche-Orient, au Liban, en Palestine, peut-être en Israël. Peut-être que demain, on aura enfin la possibilité de faire notre travail à Gaza. Donc la suite, je la vois autour du Proche-Orient. Aussi un sujet aussi en France. Mais qui va mettre du temps aussi à se lancer. Donc voilà, encore des allers-retours, continuer à suivre l'évolution de la situation, et puis continuer aussi un peu à raconter quelle va être la suite, et puis essayer de faire ce métier du mieux possible. Ouais, s'il y a des gens qui veulent te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Où est-ce que tu es le plus peut-être actif Sur Instagram. Ouais. Alors j'essaie de publier assez régulièrement, malgré les contraintes d'agenda, sur ma page, donc Lucas Barioulet, donc sur Instagram, et sinon sur mon site j'actualise régulièrement, mais principalement Instagram. Top. Écoute, on invite tout le monde à te suivre sur Instagram. Merci beaucoup Lucas. Merci à toi. C'était hyper intéressant, et puis à très vite. À très vite.